Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez sûrement l'histoire incroyable d'Al Capone, surnommé Scarface. Mais connaissez-vous Frank Wilson, l'homme qui a permis son arrestation? Aujourd'hui, on s'attaque à la fin du règne d'un gangster à la renommée internationale, une figure du crime mondial. Venez avec moi et embarquons en marche de l'histoire. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler brièvement l'histoire d'Al Capone. Alfonso Capone, dit Al Capone, est né à Brooklyn le 17 janvier 1899 et mort à Miami Beach le 25 janvier 1947. Il est l'un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle. Surnommé Scarface ou le balafré, il a fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition, dans les années 1920. Personnage emblématique de l'essor du crime organisé dans les États-Unis de la Prohibition, il contribue à donner au Chicago des années 1920 et 1930 sa réputation de ville sans foi ni loi. Al Capone est donc devenu l'archétype du gangster, et son mythe se développe avec Scarface de Howard Hawks dès 1932, ce qui lui vaut une réputation quelque peu surfaite, la légende dépassant parfois la réalité. Al Capone contribue fortement à l'émergence du système de la mafia, usant de la corruption des policiers, des politiques, de la justice et n'hésitant pas à avoir recours à l'assassinat. Ces affaires sont cependant malmenées par l'intervention des Incorruptibles, groupe de policiers sous la direction de l'agent du trésor Elliot Ness, considéré par beaucoup comme celui ayant fait tomber le célèbre gangster. Même si l'histoire retiendra son nom, un autre a contribué à faire tomber la légende du crime organisé, et cet homme, c'est Frank G. Wilson, un agent du fisc. Frank G. Wilson est né en 1887 à Buffalo. C'est un ancien comptable qui a rejoint par la suite l'unité de renseignement de l'Internal Revenue Service. Établissant sa réputation pendant la Prohibition, il est un agent du fisc très rigoureux, voire obsessionnel. À la suite de l'élection d'Herbert Hoover comme président, le secrétaire du Trésor Andrew Mellon est chargé de faire tomber Al Capone, le travail du bureau d'investigation de J. Edgar Hoover n'étant pas jugé satisfaisant. Le gouvernement fédéral envisage alors le problème sous deux angles, la lutte contre l'évasion fiscale et le respect du Volstead Act, l'interdiction de vendre de l'alcool. En 1928, Frank Wilson devient alors agent du fisc, après avoir vu sa candidature auprès de la police rejetée à cause de sa mauvaise vue. Il est alors choisi par Elmer Ray, le chef de la branche exécution de l'IRS, pour s'occuper de l'aspect fiscal du dossier Al Capone, l'autre aspect du dossier étant évidemment confié à Elliot Ness. Il pense alors que Al Capone pourrait être poursuivi sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême américaine de 1927. Cette année-là, le contrebandier d'alcool Manny Sullivan invoqua le 5e amendement pour masquer une partie de ses revenus illégaux, argument que la Cour repoussa. Selon cette décision, toutes les sources de revenus, y compris celles provenant d'activités occultes, devraient être soumises à l'impôt sur le revenu. Cependant, comme Scarface ne déclarait ni ses impôts, ni son patrimoine, ni ses rentrées d'argent, qu'il ne tenait aucun relevé de compte et n'émettait pas de reçus, ses revenus ne pouvaient être évalués. Dès lors, l'estimation des gains et dépenses du gangster était devenue cruciale. Wilson fit donc infiltrer son organisation l'Outfit de Chicago par plusieurs agents fédéraux. L'objectif était de glaner des informations sur les affaires de Capone, dans la contrebande d'alcool, les paris illégaux et les autres activités occultes. Wilson s'installa donc à Chicago, dans un hôtel réputé, se faisant passer pour un touriste. Il ne laissait rien paraître, même sa femme n'en savait que le strict minimum, seulement que son mari enquêtait sur les activités financières d'un certain Curly Brown, un des alias d'Al Capone. Wilson passa donc les 3 années suivantes à collecter des informations sur les activités financières du gangster, en traquant notamment une foule de comptables et de gestionnaires. À l'issue de son enquête de 3 années, il rédige un rapport de 61 pages pour ses supérieurs dans lequel il écrit « Les revenus du contribuable provenaient du jeu, de la prostitution et de la contrebande d'alcool.
Le prévenu n'avait aucun compte bancaire, n'achetait aucune propriété en son nom propre, et à l'exception de transferts d'argent par la Western Union et de quelques chèques occasionnels, traitait toutes ses affaires en espèces. En 1930, Frank Wilson retrouve par hasard des documents oubliés, issus d'une perquisition réalisée en 1926 dans un des tripots d'Al Capone, une forme de maison de jeu malfamée où se retrouvent paris illégaux et contrebande. Wilson obtient alors plusieurs témoignages à charge d'employés d'Al Capone en leur faisant comprendre que le fisc pourrait leur causer de terribles ennuis et qu'il était de leurs intérêts de témoigner contre leur patron. Étant prévenu de l'enquête de Wilson, Al Capone, inquiet, demande à 5 de ses hommes de main new-yorkais de le tuer. Un des agents infiltrés au sein du gang, Mike Malone, décide de prévenir les autorités fédérales du contrat qui pèse sur l'agent du fisc. Via l'ancien mentor de Capone, Johnny Torrio, les autorités fédérales arrivent à le convaincre d'annuler le contrat malgré ses réticences, lui faisant savoir qu'il serait tenu responsable personnellement de tout incident fâcheux qui pourrait arriver à leur agent. Frank Wilson se concentre alors sur les dépenses d'Al Capone, les comparant méticuleusement à ses revenus déclarés. Il enquête aussi dans les boutiques de Chicago et de Miami pour calculer le prix de ses meubles, de sa vaisselle et même de ses sous-vêtements. Après des centaines d'interrogatoires, il ressort que les revenus d'Al Capone sont bien plus importants que ceux qui étaient déclarés. Ses revenus nets furent chiffrés de 1924 à 1929 à près d'1 million de dollars. Bien que ses revenus réels soient bien supérieurs, la somme d'impôts colossale lui incombant suffit à le faire condamner. Comprenant qu'il sera arrêté pour des raisons fiscales, Al Capone décide de missionner un avocat pour négocier avec l'IRS. Cependant, le fisc reste ferme et lui demande de payer les sommes dues. Al Capone refuse. À l'issue de l'enquête et du procès qui s'ensuivit, le juge James Herbert Wilkerson le condamne le 24 octobre 1931 à 17 ans de prison, dont 11 fermes. Celui qui était depuis toujours intouchable venait de chuter de son piédestal. Frank Wilson deviendra, de 1937 à 1946, le directeur de l'US Secret Service, devenant ainsi le responsable de la sécurité de Franklin Roosevelt et de Harry Truman. Quant au gangster le plus connu du XXe siècle, il meurt dans sa résidence de Palm Island à Miami Beach le 25 janvier 1947 suite à une pneumonie. Si vous voulez en apprendre davantage sur cet agent du fisc, il a sorti un article appelé Undercover Man, He Trapped Capone, qui a notamment servi de base au film Le Maître du Gang avec Glenn Ford, sorti en 1949. De plus, dans le film Les Incorruptibles de Brian De Palma, avec notamment Kevin Costner en Elliot Ness et Robert De Niro en Al Capone, sorti en 87, le personnage Oscar Wallace, bien que montré comme subordonné à Ness, s'inspire de Frank G. Wilson. Pour finir, j'aimerais citer George Elgozi, un économiste et un scientifique, qui a décrit les États-Unis comme une toute-puissance qui possède les 2/3 des autos, la moitié des engins nucléaires, le quart de l'acier et la quasi-totalité des emmerdements du monde. Oui, c'est ça les États-Unis. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très vite pour un nouveau En marge de l'histoire. Ciao tout le monde.